19h30 sur LCI, bienvenue dans Comme toujours. Chaque semaine, on revient sur les images qui ont fait l'actualité au travers du prisme de la communication. Évidemment, aujourd'hui, on s'intéresse au remaniement. Avec vous, Anne-Claire Ruel, vous êtes professeure de communication politique. Jackie Isabello, fondateur de l'agence de conseil Coriolink. Nicolas Boudot, associé du cabinet Tilder, et puis Mathieu Sapin, vous êtes dessinateur de BD, vous avez publié Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée aux éditions d'Argo. Vous êtes d'ailleurs resté en observation à l'Élysée pour le réaliser. Vous avez vécu de l'intérieur deux remaniements sous le quinquennat de François Hollande. Vous nous direz dans un instant comment ça se passe concrètement, les coups de fil, les tractations de dernière minute. Et puis Yaël Chambon pour l'œil du web. Alors là, c'était une vraie nouveauté sur ce remaniement. Pour la première fois, on n'a pas eu droit à cette espèce de décorum du secrétaire général de l'Élysée, tout ça. Non, tout ça c'est fini. Place à Twitter. Oui, c'est la première fois qu'un remaniement ministériel est annoncé via un tweet sur le compte de l'Élysée. Donc c'est un tweet qui a été posté à 16h30 environ. Et on peut le voir ici, si les ministres entrants et sortants sont bien là, il faut quand même prendre une loupe pour réussir à lire leur nom. Et les internautes s'en moquent un peu. Par exemple, David dit, on leur dit que le tweet est illisible, un petit peu ironique. Et cet autre internaute nous dit qu'en effet, on relève par exemple que c'est une capture d'écran d'un document Word et que les mots par exemple et certains noms des ministres sont soulignés en rouge, comme on peut le voir, Hérault, Marisol, Bailey, voilà, ils sont soulignés en rouge parce que ils ne sont pas reconnus par le logiciel Word. Et après donc avoir essuyé les blagues et les critiques des internautes, ils ont quand même mis aussi la liste de tous les ministres, ministre par ministre, dans l'ordre régalien. Et on apprend par exemple que il y a seulement 2 ministres qui n'ont pas de compte Twitter. Donc c'est Michel Sapin et Audrey Azoulay, voilà, qui n'ont pas de compte Twitter. Nouvelle ministre de la Culture. Exactement, donc il va falloir qu'elle s'y mette assez rapidement. Alors, c'est pas une première mondiale par contre, parce que ça a déjà par exemple été fait, une annonce de remaniement au Canada en 2013. Mais par contre, pour la France, c'est quand même une petite révolution d'abandonner le perron de l'Élysée. Le rouge sur les noms, c'est simplement le correcteur d'orthographe, en fait. C'est ça, c'est tout exactement. simplement. Bon, il faut qu'ils apprennent un peu, hein, qu'ils s'y mettent. Anne-Claire Ruel, c'est habile d'annoncer tout ça sur Twitter. C'est nouveau, ça fait moderne. Alors, c'est rigolo, c'était fait pour être moderne, et ça ne l'est pas du tout, parce qu'on voit une capture d'écran d'un doc Word, c'est quand même un contresens total. En plus, le mot ruralité a été souligné aussi, donc ça donne aussi l'impression que le correcteur ne voit pas le mot ruralité non plus, et ça ne correspond pas à un nom propre. Donc ça, c'est assez troublant. Ce qui était aussi rigolo, c'est de voir les différents comptes Twitter. Il y a le compte Twitter de l'Élysée et il y a le compte comme de l'Élysée, qui était censé établir un dialogue avec les journalistes, répondre aux questions des internautes. Et là, rien. Rien. Donc, c'est à se demander ce qui se passe exactement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communication cohérente sur tous ces deux comptes, et pourquoi déjà à la base il y avait 2 comptes séparés qui créaient une certaine forme de cacophonie sur le message. Jackie Isabello, par exemple, est-ce que c'est quand même plus intelligent de le faire comme ça que de faire les drapeaux avec le secrétaire général de l'Élysée, nommé secrétaire d'État, machin, ça dure une demi-heure? Alors, dans tout grand événement, il faut de la solennité. Oui. Qui dit solennité, c'est un vieux principe biblique, ça marque une naissance. Donc c'est vrai que l'annonce, comme un mariage, comme d'autres événements, cette annonce sur le perron de l'Élysée, c'est rappel à des choses qui sont extrêmement anciennes. Que ce soit regrettable ou pas, je n'ai pas vraiment d'avis. La modernité s'impose, et tant mieux. Là, le dernier remaniement, Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, qui dit ça. Jean-Pierre Jouyet qui est pas très moderne, mais ça c'est un propos personnel. Non, moi ce que je relève, c'est que aujourd'hui, dans le temps de l'information, ça n'est plus l'AFP qui a sorti la liste des ministres. Vous connaissez cette fameuse blague dans les médias qui dit entre un bon rédacteur en chef et un mauvais rédacteur en chef, le bon rédacteur en chef, c'est celui qui croit l'AFP avant sa propre rédaction. Donc ça veut dire que Twitter s'est imposé comme étant encore plus réactif que les agences de presse. Mais attendez, il y a un gars de l'AFP à l'Élysée. Il suffit de j'allais le souligner. Mais là où l'AFP n'a pas perdu son rang, c'est que lorsqu'il a fallu confirmer l'entrée de Jean-Marc Ayrault, les tweetos et les commentateurs ont relayé l'information dans les médias officiels en disant confirmation, double confirmation de l'AFP. Et ça, pour un homme d'information comme moi, c'est plutôt rassurant. Maintenant, je vais vous souligner un décalage. Plus le remaniement est attendu,
plus on aura d'annonces sur Twitter. Le jour où des remaniements, comme on a pu les vivre avec Nicolas, nous, dans d'autres temps, là, c'est l'AFP qui fera l'annonce officielle et vous verrez qu'on en reviendra à des annonces beaucoup plus calées. Nicolas Boudot ? Oui, absolument. Alors, si le secrétaire général de l'Élysée ne s'est pas montré sur le perron, c'est parce que c'était un remaniement technique. Le secrétaire général ne vient sur le perron que lorsque le Premier ministre a remis la démission de l'ensemble de son gouvernement. Quand c'est un remaniement technique, finalement, tous les modes de communication sont ouverts et sont possibles. Dans le cas d'espèce, c'est Twitter. C'est raté pour des raisons techniques et pour l'avenir, parce qu'il y aura d'autres remaniements et d'autres nominations. On verra ce que les futurs gouvernements iront imaginer ou iront inventer pour en effet confirmer les rumeurs ou infirmer les rumeurs du jour. Anne-Claire Ruel, sur le fond maintenant, est-ce que c'est intelligent ce qu'a fait François Hollande ? Est-ce que c'est une belle prise que ces 3 ministres écolos, dont Emmanuel Cos ? Alors là, c'est comment dire ? Est-ce qu'ils sont vraiment écolos ? Ça, c'est les éléments de langage de l'Élysée. C'est-à-dire qu'on dit ils sont de gauche et écologistes. Certes, mais dans les faits, il y en a 2 qui ont créé un parti un peu distinct. Il y en a une qui est en train de partir concrètement. Donc ça, c'est vraiment les éléments de langage qui sont répétés. On dit même un planté de drapeau dans le langage de communicants. C'est-à-dire qu'on dit ce que vous devez comprendre, c'est que... Et puis on ajoute la suite après. Dans les faits, ce sont des gens on joue l'idée du rassemblement, mais ce sont des gens qui ne demandaient qu'à rentrer dans le gouvernement. Peut-être pas Emmanuel Cos. C'est pas forcément... C'est pas tellement une surprise quand on connaît un peu la physionomie des choses. Il y a eu c'est un petit peu une fausse prise de gaz, en fait. C'est un petit peu à la marge. Je crois pas que ça change fondamentalement. Mais il a réussi quand même à tuer Europe Écologie Les Verts. Tout à l'heure, on avait Sandrine Rousseau, la pauvre, qui est porte-parole de LV. Elle essayait de s'exprimer, c'était compliqué. Il a fait plusieurs choses. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Emmanuel Cos, c'est la femme de Denis Baupin. Le couple Cos-Baupin sont des gens qui, dans l'univers écologique, sont techniquement des références. Donc Emmanuel Cos est une vraie écologiste et qui n'a rien à prouver dans son environnement. Et elle s'y connaît très bien en logement. Voilà. Non. Mais tout autant que c'est du faux. Attention. Mais le logement est un sujet très important dans l'écologie. Mais c'est juste pour préciser cet aspect-là de mon point de vue, bien évidemment. Là où c'est tout à fait intéressant, c'est que le président Hollande a fait rentrer des écologistes. Il les a fait rentrer alors que Ayrault était parti et que les écologistes étaient partis avec Ayrault. Parce que Valls reprenait la suite. Et le double langage hollandiste, il est celui-là de dire « si jamais je ne me présente pas en 2017, si je me présente en 2017, je suis avec les Verts. Si je ne me présente pas avec 2017, Manuel Valls est absolument incapable de prendre mon relais parce qu'il sera complètement encerclé, et notamment par cette puissance écologiste qui ne fera jamais le jeu de Manuel Valls jusqu'en 2017. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est un coup de maître de la part du président Hollande. Nicolas Boudot, sur le fond, on sait qu'ils vont devoir avaler une couleuvre qui est Notre-Dame-des-Landes. Or, Emmanuel Cos, tiens donc, c'est sorti du chapeau, a obtenu un référendum local. Ça aussi, c'est habile ? C'est plutôt une garantie, c'est-à-dire elle a sans doute dealé avec le président de la République. Je rentre, je fais le job, je te permets de réussir ton coup politique, d'isoler un petit peu ton Premier ministre qui venait te tailler des croupières dans la majorité actuelle. Mais en échange, il faut régler la question de Notre-Dame-des-Landes et ça risque. Certes, il y a une implosion au sein des Verts qui est possible, mais une implosion... Et pendant que vous parlez, je vous arrête possible. Car nous avons l'arrivée de Jean-Marc Ayrault, le nouveau ministre des Affaires étrangères, sur les quais de la gare Montparnasse à Paris. Oui. Il est direct, il est partout. Il arrive, on imagine, de Nantes, directement. Donc, direction le Quai d'Orsay pour Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, qui devrait d'ailleurs rapidement prendre la parole, évidemment. On le retrouvera. Exactement, il va prendre la parole là. Je ne sais pas qui est en ligne, mais on l'écoutera évidemment, le nouveau ministre des Affaires étrangères qui succède à Laurent Fabius, parti diriger le Conseil constitutionnel. Jean-Marc Ayrault qui refait donc son entrée au gouvernement. Écoutez-le. D'abord, je voudrais rendre hommage à mon prédécesseur, Laurent Fabius, que je vais remplacer demain midi pour son action à la tête de la diplomatie française
Et puis, encore une fois, remercier le président de la République de sa confiance. Vous le savez, moi, j'ai une conception simple, finalement, comme homme politique, c'est de faire de mon mieux pour servir la France. Et lorsqu'on m'a proposé cette mission, d'être le chef de la diplomatie française, j'ai répondu avec ferveur, avec passion, parce que je sais que c'est important que toutes les forces se rassemblent pour faire réussir la France. Donc c'est dans cet état d'esprit, avec tous les grandes questions, les grands dossiers qui sont devant nous, que je viens comme un homme disponible, engagé et tout à ma mission. On aura le temps d'en reparler. Vous allez travailler, vous allez retrouver Jean-Marc Ayrault, on reparlera de tout ça. Jean-Marc Ayrault, la gare Montparnasse à Paris, il n'y a pas de petite actualité après tout. Là-dessus, d'ailleurs, sur cette arrivée, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, bah oui, je viens au Quai d'Orsay. Il était d'ailleurs parti comme ça, hein, il avait repris son TGV quand il avait quitté Matignon. Qui veut réagir là-dessus? C'est très étudié ou pas du tout? C'est l'homme normal, finalement. Ouais. C'est le retour de l'homme normal. Jean-Marc Ayrault a toujours joué ce registre, comme le demandait le président de la République, de l'homme normal. Il aurait pu très bien prendre les services du glam, même si Nantes et Paris arrivaient, pas forcément en Falcon, mais évidemment en avion, ça aurait été sans doute mal interprété. Regardez, ce qu'on voit, ce sont les images. Avec Madame, avec Brigitte, avec Madame, à ses côtés. Qui arrive en vélo, qui repart aussi en vélo de la même façon. Donc c'est une forme de cohérence, en fait, de logique. Mais ça, c'est de la pure com? Oui, c'est travaillé, absolument. La déambulation, le travail, la sortie, on sait très bien que les journalistes vont l'attendre sur le quai de la gare. On prend cet instant solennel. Regardez, on a l'impression de voir arriver... TGV, lequel, tout. Damien, on a l'impression de voir arriver un nouveau Premier ministre. Tiens, c'est marrant. C'est déjà ce que vont dire les commentateurs demain. Il est déjà vice-premier ministre. C'est la grosse nouveauté. C'est le germanophile, germanophone qui va assurer la continuité des bonnes relations entre le gouvernement français et le rendez-vous que François Hollande et Angela Merkel ont eu la semaine dernière avec des dossiers très très lourds, très importants sur un gouvernement dont on le dit, je cite un ministre qui n'a pas voulu être cité lui-même, qu'il va éteindre la lumière en sortant, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire grand-chose. Oui. Sans doute que Jean-Marc Ayrault va être celui qui sera le plus mis en avant. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 15 mois là? Alors, est-ce qu'on va expédier les affaires courantes? Est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Il y a quand même le Code du travail, il y a tout un tas de réformes à faire. Est-ce qu'on va avoir la volonté de le faire? Se préparer à l'élection de 2017. C'est tout. Mais quasiment, oui, c'est tout. D'ailleurs, la préparation a déjà commencé et ce gouvernement, c'est un présupposé d'organisation pour préparer la campagne de réélection potentielle de François Hollande. Il a fait une alliance avec une partie des Verts. En parallèle, fait exploser le Parti des Verts pour éviter que... Ce n'est que de la tactique politicienne. C'est de la pure tactique politicienne. L'opinion publique, d'ailleurs, n'a probablement que faire de ce remaniement qui est purement de la tactique politicienne. Il n'y a absolument aucun clin d'œil pour les Français. Il rassemble son camp, il élargit sa base politique. Il met un petit peu de côté son Premier ministre en rappelant l'ancien Premier ministre. C'est quand même rare de voir deux anciens Premiers ministres d'un même président dans le même gouvernement. C'est-à-dire Fabius a été Premier ministre puis ministre des Affaires étrangères, mais 20 ans plus tard, là, ou 25 ans plus tard, là, on est dans la même continuité. À ceci près que quand on regarde les secrétaires d'État, ce sont des gens qui... Alors, c'est une nouvelle appellation sous la tutelle du Premier ministre. Donc, on s'aperçoit que c'est un petit peu des hyper conseillers qui vont être là pendant 15 mois pour préparer 2017, notamment en lien avec Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces conseillers d'État là? Il y a l'habitat durable, chargé de la biodiversité, chargé de l'égalité réelle, de l'aide aux victimes. J'aime beaucoup les intitulés. C'est de l'affichage, tout ça? Ce sont des ministères de mission. C'est-à-dire qu'on a deux conceptions de la démocratie. Et vous avez une forme de démocratie sans rentrer dans la technique qui a été longtemps mise en place dans d'anciennes républiques qui consistait à dire tu as une mission et uniquement celle-là. Ces secrétaires d'État qui sont chargés d'une mission très précise, par exemple Juliette Méadel, qui est une porte-parole appréciée des médias et qui est une jeune femme talentueuse, elle va être chargée de faire exécuter les plans d'accompagnement des victimes des attentats. C'est une belle mission quand même. On ne peut pas dire que ce sont des choses qui servent à rien. Après, l'habitat durable, c'est très écolo. On fait plaisir aux écolos et on attribue aux Marocains une espèce de petite écharpe verte qui va sortir du Marocain assez sérieux. Mais l'égalité réelle, ça veut dire quoi? Damien, pour donner un point de vue de ce que disait Nicolas a doublement raison parce que on ne peut rien faire d'autre
parce que le budget a été voté. Le budget a été voté en décembre. On est dans un pays sérieux. On ne peut pas sortir du cadre budgétaire. On nous impose, dès lors qu'on souhaite faire une réforme fiscale, de la faire valider en commission des finances et dans un processus très élaboré. Donc aujourd'hui, le budget est voté. Nous sommes dans un pays sérieux qui vient de nommer une secrétaire d'État à l'égalité réelle, en effet. Et sans compter famille et droits des femmes. Qu'est-ce que c'est que l'égalité irréelle on sait pas trop. Généralement, on définit les choses par leur contraire, et donc l'égalité irréelle, je ne sais pas très bien ce que c'est. Une jeune femme réunionnaise, c'est un message politique assez fort aussi de dire l'égalité des hommes et des femmes qui représentent certaines minorités. Erika Barrett. Voilà, et visiblement proche de Valls. Une élue de la Réunion. Je vous ai pas donné la parole, Mathieu Sapin. Donc vous êtes dessinateur, vous avez publié Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée. Vous l'avez vécu 2 fois, un remaniement. Ouais. Comment ça se passe? C'est l'effervescence, c'est les coups de téléphone de dernière minute, les engueulades? L'effervescence, je pense qu'elle est surtout au téléphone. Parce que c'est surtout le deuxième remaniement que j'ai vécu qui m'a marqué, puisque c'était le 28 août, je crois, 2015. Si je dis pas de... Non, 2014, pardon. Donc après le départ de Arnaud Montebourg. Donc... voilà, et Manuel Valls et François Hollande étaient réunis dans le salon des portraits, donc un des salons du rez-de-chaussée de l'Élysée, et j'ai effectivement pu être dans le salon contigu, donc derrière la porte. Alors je ne pouvais pas écouter aux portes parce qu'il y avait quand même un huissier de la République, mais effectivement j'avais la chance d'être là à ce moment-là. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est en fait une ambiance très calme, très très feutrée, le palais est comme endormi. La presse, dans le protocole, est obligée d'être à l'extérieur du palais, c'est ce qu'on m'a expliqué, et ne peut entrer qu'au moment de l'annonce. Donc, là, c'était Jean-Pierre Jouyet qui devait la faire. Et on ne sait pas quand l'annonce sera faite, puisqu'ils sont en train de faire le casting. Et alors, des fois, les portes s'ouvrent, on voit Manuel Valls qui est au téléphone. J'entendais une fois, à ce moment-là, qui dit à son interlocuteur... non, mais quand même, c'est un truc qui t'intéresse. Et puis demain, ça va faire la couve des Échos. Et puis le lendemain, c'était Macron qui faisait la couve des Échos. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on peut déduire. On est dans la vraie vie, là, complètement. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment ce qu'on projette de l'importance de la scène. Mais en réalité, c'est juste des gens qui téléphonent. Et c'est pas très spectaculaire, quoi. Ouais. Alors, la suite des événements, c'est dans quelques minutes maintenant, 20h, depuis l'Élysée, sur TF1, France 2, en même temps, Gilles Boulot, David Pujadas, le président qui fait la synthèse. Quelle est la signification de cette intervention ? Alors, le président va essayer de nous expliquer que ce remaniement dont Nicolas nous a dit qu'il était technique, et il a raison, n'est pas un remaniement technique. C'est un choix au service des Français. Et que ça n'a rien à voir avec la présidentielle. À 10 millions de Français, plus 9 millions, je ne vais pas chipoter sur les audiences, pour dire attention, j'ai un vrai schéma. L'emploi continue d'être ma mission première. Les dossiers internationaux sont fondamentaux pour notre République. J'ai nommé un homme d'État qui est proche de l'Allemagne, qui n'a plus rien à prouver. Et nous allons faire avancer en France, mais aussi vis-à-vis de Bruxelles, des dossiers importants. Donc, qui va rassurer. On continue à travailler, voilà. Ce n'est pas que de la com. C'est les ça, meilleures personnes aux meilleurs endroits, puisqu'il l'a déjà dit auparavant. Oui, il va tenter de dire que ce n'est pas que de la com. Il y a une partie de communication, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser quelqu'un d'autre raconter sa propre histoire. Oui. Et ça, il l'a bien compris. Et c'est ça qu'il vient faire, en fait. Il vient faire du SAV pour raconter sa propre histoire et couper un peu court la chic aux commentateurs et experts de tous bords aussi. Oui, et puis il est en ce moment un peu englué dans les affaires internes sur les questions de déchéance de nationalité, dont on ne sait pas très bien ce que la loi va devenir. Il est englué au niveau international. L'état d'urgence dure sans qu'on sache vraiment jusqu'à quand. Donc ça va lui permettre probablement de reprendre la main en communication et puis peut-être de lancer de nouvelles pistes pour se donner un tout petit peu d'air dans une situation interne ou internationale qui pour l'instant ne lui réussit pas tellement. C'est une séquence négative. C'est peut-être ce soir à 20h, dans un quart d'heure, une nouvelle séquence de communication pour lui. On verra combien de temps elle pourra durer. Question, est-ce que tout ça intéresse les Français ? Nous, on est entourés de députés qui viennent nous voir en disant, bon, la déchéance de nationalité, ça fait 3 mois qu'on ne parle que de ça. On se fait allumer sur les marchés quand on va dans nos circonscriptions. Là, le remaniement, vous nous avez amené, Nicolas, un sondage qui dit, pour les Français, ça ne changera rien.
Non, ça ne changera rien parce que c'est un remaniement tactique, c'est une pure action politique et pour l'instant l'opinion publique ne s'y retrouve pas ou ne s'y retrouve pas encore et tout l'enjeu, le deuxième enjeu de ce soir pour le président de la République, ce sera d'intéresser les Français, de les embarquer avec lui dans l'importance politique de ce remaniement dont je continue de penser et de dire qu'il n'est qu'un remaniement tactique et technique. Mathieu Sapin, vous l'avez vécu ça aussi, François Hollande qui se prépare aux interventions, qui bachote. Bien sûr. Alors, tragiquement, moi j'étais là par exemple quand il y a eu l'intervention le 7 janvier 2015. Donc là c'est un contexte très différent. Mais bien sûr qu'il y a une part politique et la communication évidemment est très importante. Moi je mets beaucoup ça en avant dans ma bande dessinée parce que c'est ce qu'on voit, c'est l'image, tout ce qui est lié au service de l'image. Ça n'empêche pas qu'il y a des convictions derrière, mais rien n'est laissé au hasard, bien sûr. Et y compris l'heure. Et effectivement, le fait de prendre la parole ce soir, sans doute, va permettre de faire une espèce de diversion par rapport à cette histoire de déchéance de nationalité qui est très encombrante. Et je suis tout à fait d'accord quand vous dites il faut raconter sa propre histoire. C'est le fameux storytelling. Il ne faut pas laisser aux éditorialistes en dire trop, il faut réaxer. Oui, et puis après, il y a aussi tout un dialogue avec la presse aussi. C'est-à-dire que moi, ce que je raconte beaucoup dans le château, c'est aussi tout cet échange. La presse est assez omniprésente aussi, parce que quand on voit les images, on voit des politiques, mais on ne voit pas les journalistes qui sont là eux aussi, qui créent ce dialogue. Et puis l'avantage du remaniement, c'est que finalement, c'est aussi une action de communication performative. C'est-à-dire que là, on voit une décision concrète, avec un changement concret. Ça change ? Ce qui est qui est très difficile parfois dans les domaines économiques, où il faut du temps, où c'est pas visible. Ça n'est possible, par exemple, que dans les ministères de l'Intérieur, ou les ministères purement régaliens, où on voit des képis et des uniformes, justement. Donc là, François Hollande aussi, c'est une manière de montrer que c'est lui qui décide et il raconte sa propre histoire. Nicolas Boudot, vous avez vécu tout ça aussi de l'intérieur quand vous étiez avec Xavier Bertrand au ministère du Travail. Xavier Darcos pardon. Au ministère du Travail. Alors j'ai vécu 2 remaniements avec lui. Le premier pour passer de l'Éducation nationale au ministère du Travail. Ouais. C'était pour le coup assez inattendu. Il y a prescription aujourd'hui, on peut le raconter, mais le ministre pensait être nommé garde des Sceaux. Il s'était préparé à ça. Le matin, on lui a indiqué que ce serait plutôt direction Place Beauvau et l'intérieur. Et finalement, à 17h pour l'annonce finale, c'est le ministère du Travail qui... Et vous, les conseillers, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites ? On fait nos cartons, généralement, parce qu'on a compris qu'on partait et on essaie de prendre des renseignements un peu partout. Et ce qu'on fait le plus, c'est on essaie de donner des renseignements à un certain nombre de journalistes qui nous appellent, notamment de l'agence France Presse, pour essayer de glaner des informations les plus précises possibles en amont. Sont des journées à part de tourments, de rangements aussi. Et c'est assez exaltant à vivre de l'intérieur, finalement. Merci à vous tous. On rappelle le titre de votre BD, Le Château, une année dans les coulisses de l'Élysée, Mathieu Sapin, chez Dargaud. Vous avez vraiment vécu à l'intérieur de l'exécutif et c'est assez passionnant à lire. Restez avec nous et puis dans un instant, on reviendra sur l'intervention du chef de l'État qui doit s'exprimer à la fois sur TF1 et France 2. Après ce remaniement, on reviendra évidemment aussi sur ce dramatique accident de car à Rochefort, 6 adolescents tués, chapelle ardente sur place et évidemment toute la région mais aussi le pays endeuillé. Tout de suite, le journal de 20h.